La deuxième édition du Festival international du film de Hainan se déroule à Sanya du 1er au 8 décembre. Outre la projection d'une vaste sélection de films, ce festival 2019 propose également de nombreuses activités thématiques. Parmi ces différentes manifestations, la conférence consacrée au cinéma asiatique en Europe a suscité l'intérêt de nombreux professionnels du cinéma, aussi bien chinois qu'étrangers. Nous avons donc décidé de revenir sur ce sujet passionnant et pour cela nous avons invité Isabelle Glachan, responsable Grande Chine pour Unifrance, ainsi que Clément Magard, directeur général de Fortissimo Films. Bonjour, bienvenue dans Parlons-en. Vous êtes tous les deux des professionnels du cinéma et vous vous déplacez souvent en Asie pour les festivals et la promotion des films. Donc je pense que vous connaissez assez bien le cinéma asiatique. En tant que spectateur, quels sont les films que vous avez adorés dernièrement ou regardés? D'abord, étant en Chine, beaucoup. On ne voit pas forcément les mêmes films asiatiques que les films asiatiques que voit l'Europe ou qui voyagent dans les festivals. Donc il y a parfois un décalage entre le moment où les gens parlent des films et le moment où on les voit. Et là, cette année, tout le monde parle d'un film coréen, Parasite, qui sort un peu partout dans le monde et qui a un très grand succès. Mais je pense que dans les films asiatiques importants qui arrivent, il y a le film de Diao Yinan, Le lac des oies sauvages. Qui va bientôt sortir. Qui va bientôt sortir en Chine, qui est une coproduction avec la France, qui était en compétition au Festival de Cannes, et qui a une qualité de mise en scène et cinématographique qui est assez incroyable. On n'a pas la chance de voir beaucoup de films asiatiques dans les salles de cinéma en Chine, d'ailleurs pas énormément en France non plus. Donc effectivement, le premier film qui nous vient en tête, c'est le film Parasite qui a gagné la Palme d'Or à Cannes. Les films ont besoin de ce genre de buzz, un grand prix dans un grand festival pour qu'on parle d'eux et que les gens se déplacent pour aller le voir, que ce soit dans les salles ou en Chine sur les réseaux pirates. Moi je l'ai vu parce que le film est sorti sur les réseaux pirates en Chine, mais au moins le film fait parler de lui et les gens ont envie de le voir et ils le voient. Et sinon, exactement la même chose, c'est Shoplifter, le film japonais l'année dernière qui a gagné aussi le prix de la mise en scène à Cannes, que j'ai vu aussi et que beaucoup de monde a vu. Là pour le coup il est sorti en Chine dans les salles, il a très bien marché. Mais c'est vrai que sinon, les films asiatiques, ils ont besoin de ce genre de grosse exposition dans les festivals pour qu'il y ait un besoin, une demande et un intérêt pour voir les films. Et moi, je suis un spectateur normal et je réagis comme les spectateurs moyens en Chine et dans le monde. Voilà, ce type de prix incite à aller. Bien entendu, j'ai une curiosité pour les autres films, mais c'est vrai que quand on me demande, c'est vrai que c'est les premiers films auxquels je pense. Est-ce qu'il y a un genre de films asiatiques qui sont plus appréciés par les Européens? Il y a un vrai groupe de fanatiques du cinéma asiatique, mais qui est sur le cinéma asiatique de genre. C'est le cinéma d'action, c'est le cinéma d'horreur, c'est un cinéma un peu parallèle, c'est un peu la série B. Il y a un vrai public qui va le chercher sur les plateformes, qui l'achète en vidéo, mais c'est souvent des films qui ne sortent pas en salle. Parce que c'est un public qui est déjà conquis, en fait. Et dans les salles en France, par exemple, quel genre de films asiatiques ou chinois on peut voir souvent? Des films de réalisateurs. Généralement, ça va avec le réalisateur ou ça va avec le propos du film. Généralement politique ou qui se pose des questions importantes sur la situation en Asie. Mais c'est avant tout le réalisateur, c'est-à-dire son style, sa spécificité dans son regard, que ce soit Koreeda avec Shoplifters, Bong Joon-ho avec Parasite, ou des réalisateurs plus petits, Dwelling in the Future Mountain, qui sortira bientôt en France. C'est aussi un réalisateur qui semble avoir un style particulier, qui va bientôt accéder aux écrans, parce qu'il fait un cinéma différent. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle des films chinois, on pense toujours à des réalisateurs comme Feng Xiaogang, Jia Zhangke, Zhang Yimou, où on commence à connaître de la nouvelle génération des réalisateurs? On connaît les réalisateurs avant de connaître les films et souvent, je pense que beaucoup de films qui sont ici des grands succès commerciaux, qui sont des films un peu de science-fiction, d'action ou des Monkey King qui sortent, c'est des films qui ne sont pas vus en France, qui ne sortent pas sur les écrans. Je pense qu'on est encore une fois sur les réalisateurs, sur des regards, sur des histoires fortes. Et donc il y a un peu un décalage entre le cinéma chinois qui est populaire ici et le cinéma chinois qui sort en France. Cette année en France, les 3 films chinois qui sortent dans les salles en France que j'ai en tête, c'est les 3 films qui étaient à Cannes cette année. Il y a des jeunes réalisateurs, donc Dwelling the Future Mountain qui sort le 1er janvier, je fais de la pub à Paris, en France. L'autre, c'est Un été à Changsha,
qui sort cette semaine en France, qui était dans une section aussi de Cannes, et le film chinois qui était en compétition qui va sûrement sortir. Qui sort là, fin décembre, le 25 décembre. La première vient d'avoir lieu à Paris, à la Cinémathèque. Donc c'est intéressant de voir qu'effectivement la France, en plus le Festival de Cannes c'est en France, il y a 70 ans, enfin, c'est très important pour les films de se lancer dans un grand festival comme Cannes pour avoir une exposition, de la presse. Effectivement les films cannois c'est des films de réalisateurs. Après, par exemple en Angleterre, on a un ami qui sort, enfin il y a un public effectivement aux États-Unis, en Australie et en Angleterre de populations chinoises qui vivent à l'étranger. Donc ça, effectivement, ils regardent les mêmes films qui sont très populaires en Chine. Donc ça c'est un peu différent, c'est le public chinois hors de Chine qui suit les mêmes courants que les films ici. Mais globalement, je crois qu'il faut dire que les films chinois en langue non anglaise ont du mal globalement à sortir en salle aux États-Unis, au Japon, en Corée. Donc c'est difficile de dire quels sont les films qui marchent. Globalement, c'est difficile. Globalement, il y a très peu de films chinois qui sortent en salle. Et effectivement, ou alors des films d'auteurs très importants qui sont dans les grands festivals, ou alors des films populaires chinois pour les populations chinoises à l'étranger. Il y a un décalage en fait dans le public, entre le public chinois ici, en Chine, et le public à l'étranger. Ici, c'est un public jeune. Il a entre 18 et 25 ans, le public qui va en salle. Et en Europe, c'est un public âgé. Le public jeune ne va plus au cinéma, ne va plus dans les salles. Donc le public âgé, quand il a 40 ans et plus, il demande au cinéma d'être un peu plus complexe, d'être un peu plus... ou alors un peu plus exotique, c'est-à-dire de les faire voyager et leur faire découvrir les paysages de Chine. Ce qui n'est pas ce que le jeune public chinois veut. Et c'est ça qui fait un certain décalage entre le public étranger et le public national en Chine. Mais comme dit Clément, le développement du marché d'outre-mer chinois, c'est-à-dire en fait des publics chinois, des Chinois d'origine, c'est un public qu'il est important de développer. Le cinéma indien est un des premiers cinémas distribués aux États-Unis parce qu'il a réussi à mettre en place des réseaux pour sa propre population. Et sa population aime voir, les Indiens d'origine aiment voir les films indiens qui marchent en Inde. Et donc ils sont ravis de pouvoir accéder à leurs films. Et leur film fait des box-office incroyables. Je ne pense pas que ce soit les Américains qui vont voir ces films-là, mais ça fait du box-office et les films sortent en salle. Donc il y a plusieurs publics. Il faut arriver à développer et trouver son propre public. J'ai discuté avec des amis étrangers qui vivent en Chine et la plupart du temps, ils vont au cinéma, c'est pour voir des films américains ou européens. Les films chinois qui enregistrent de très bons scores au box-office, et surtout des films très traditionnels, ne les intéressent pas beaucoup. Pensez-vous que ce soit à cause des différences culturelles? Je dirais la première raison, c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir des sous-titres anglais. Et que c'est un challenge et que les cinémas ne savent pas toujours vous dire s'il y a des sous-titres anglais ou pas. Différence culturelle, oui, mais différence même de culture cinématographique. On n'a peut-être pas grandi avec les mêmes films, on n'a peut-être pas grandi avec les mêmes images. Et que Monkey King, pour nous, étrangers, ne fait pas partie de notre culture. On ne se dit pas que ça va être une nouvelle fois, une nouvelle vision différente d'une histoire qu'on ne comprend pas forcément. Mais en même temps, je pense que le cinéma est universel. Et qu'il est universel parce qu'il est très local et qu'en même temps il nous touche tous. On est tous des parents, des enfants, des amoureux. Donc normalement les questions qui sont abordées dans le cinéma, on les comprend tous quelque part. Parce qu'on est tous humains et je pense que les humains on se ressemble tous même si on ne parle pas la même langue. Et les films dont on vient de parler, que ce soit Parasite, Le Lac des Oies Sauvages, les films de Tia Junket, de Zhang Yimou, de Fan Xiaogang, ce ne sont pas des films étrangers. Ce sont des films très très asiatiques. Et je pense que le public étranger s'intéresse à ça quand ils en entendent parler. Clément, vous parlez très bien le chinois et vous Isabelle connaissez... aussi. vous connaissez la culture chinoise. Est-ce que vous allez souvent au cinéma pour voir des films chinois? Oui, moi oui, on est des cas particuliers parce qu'on vit en Chine depuis très longtemps, 10, 15 ans, 20 ans. Donc on suit l'actualité chinoise, on a des amis chinois qui nous parlent de tels films, sur les réseaux sociaux on voit, alors que nos compatriotes, nos amis français en France, eux n'ont pas ce réseau d'amis chinois, ce réseau d'informations en Chine. Aller voir un film, souvent aussi, c'est un peu, pas du suivisme, mais c'est connu, quand tout le monde parle d'un film, on aime aussi, on est curieux d'avoir son avis sur la question dont tout le monde parle. Donc on est dans cet élan-là, quand on est à Pékin, on sait quels films sortent, on sait quels sont les films dont tout le monde parle, on a envie d'y aller. Donc on est des cas un peu particuliers, donc oui, on y va.
Quel regard portez-vous sur l'évolution du cinéma chinois, notamment avec l'émergence de la nouvelle génération des réalisateurs? Non, je pense que la situation économique du cinéma chinois a changé beaucoup. Le développement du marché, le fait qu'il y ait beaucoup d'investisseurs, qu'il y ait de l'argent disponible, ça rend possible, je pense, pour plus de jeunes réalisateurs de faire leurs films. Il y a beaucoup de marchés de projets, ici à Hainan, au Festival de Hainan, mais à First, mais à Shanghai, mais à Pékin. Donc il y a beaucoup de producteurs qui cherchent des nouveaux projets, des nouveaux regards, des nouveaux réalisateurs. Je pense qu'il y a une vague, mais en même temps, c'est un marché qui fait beaucoup de films pour son marché. Et ce marché chinois est différent du marché à l'étranger. Mais c'est important déjà d'avoir un cinéma chinois qui est fort en Chine. Le fait que le public chinois voit des films chinois est extrêmement positif pour la création, je pense. Hello, I am very happy to be here in Hainan International Film Festival. I am Nuri Bilge Ceylan. A festival is very important for the filmmakers because you can show your film. But more than that, the people living in a city where the film festival takes place, it's more important for them because it changes them, it educates them, it wakes them. Hello Hainan Film Festival, I'm very happy to be here, and I'm Isabelle Huppert. It means a lot for a filmmaker, especially for young filmmakers, to show their films in film festivals, I think. It's a concentration of a lot of people there, a lot of journalists, it's an opening to the world, and it's nice to know that there is a new festival here in Hainan, first of all, and because festivals are very, very privileged places for filmmakers to show their movies, and it's very important that they have many places like this. Ni hao, Hainan International Film Festival. I'm Mads Mikkelsen, and I'm here. It's very interesting. I know that they were screening it the first time here at the beach. So I think they were sitting in 25, 30 degrees, and they were watching a film that was minus 30 degrees. Hi, this is the Hainan International Film Festival. I'm Emma Dumas, and I'm here right now. I love it. I love it in Hainan. Yes, it is my first time here. I've been to other parts of mainland China, but I've never been to any islands, and it's so stunning. Hi, this is Amir Khan, and I'm really happy to be here at the Hainan Film Festival. This is my first visit to the festival, and I'm so happy to be here, and thank you for calling me. I feel the talent here in China is really amazing. The directors and actors, production designers, DOP, musicians, all the creative talent in China is really wonderful, and I would love to work with the talent here in China. Alors ce que j'espère, c'est que à la prochaine édition du deuxième festival de Hainan, c'est qu'il y ait un jury qui soit fait d'artistes du monde entier, comme se doit un festival international, de choisir des artistes qui viendraient vraiment de lieux différents et qui jugeraient des films qui seraient sélectionnés par un comité. Voilà, je pense que c'est ce serait une très bonne nouvelle pour le festival, qui, je sais, l'année dernière a été fait assez rapidement, donc les choses ont été court-circuitées comme ça, mais j'attends vraiment ça du festival de Hainan pour l'année prochaine. Et je serai ravie de revenir au festival. Il y a aussi des metteurs en scène avec qui j'adorerais travailler. Une jeune réalisatrice chinoise que j'ai rencontrée au festival d'Hainan, mais que j'ai revue également à Berlin récemment, des artistes que j'ai pu croiser, et notamment les lauréats acteurs et actrices qui ont gagné l'ours d'argent d'interprétation à Berlin. Et ce sont deux acteurs, il y a Yong Mei et Wang Qingsheng, qui sont les acteurs de So Long My Son. Je leur souhaite plein de belles choses et longue vie au festival. Les festivals internationaux jouent un rôle très important dans la promotion des films à l'étranger.
Et aujourd'hui, la Chine organise de plus en plus de festivals internationaux, comme le festival de Shanghai, Beijing, Qingdao et l'actuel festival de Hainan. Comment expliquez-vous cette éclosion de festivals en Chine? Qu'est-ce qu'ils apportent concrètement à l'industrie cinématographique chinoise? Il y a beaucoup de festivals en Chine, mais il y en a encore très peu. En France, chaque mois, il y a plusieurs festivals. Et chaque ville a son festival. Il y a des festivals de films de zones spécifiques, de thématiques spécifiques. Les festivals sont importants, c'est à la fois un lieu de promotion, de diffusion de la culture, mais c'est aussi un lieu de promotion purement commerciale, c'est-à-dire d'accéder au public. Donc c'est très important. C'est encore plus important sur la Chine parce qu'il y a des quotas, il y a une limitation du nombre de films étrangers qui sortent en salle. Et que 70 ou 100 films étrangers par an, c'est très petit par rapport au nombre de films qui sont produits dans le monde entier. Donc les festivals en Chine sont encore plus importants parce qu'ils permettent de relier ces films-là avec un public et de valoriser des films avant qu'ils soient sur des plateformes ou sur d'autres moyens d'accès. Donc j'espère qu'il y aura encore plus de festivals en Chine. Ils sont très très importants et ils sont importants, je pense, aussi pour les talents de se rencontrer. Et pour les festivals qui existent déjà, quels sont les points à améliorer pour vous? Non, je ne sais pas, je pense qu'ils font tous des très bonnes sélections. Je pense qu'il y a un vrai effort qui est fait sur la programmation. Ils font venir des talents. Après, c'est le public, c'est important que le public soit là, que le public vienne découvrir, aille à la rencontre. C'est pas parce qu'on n'a jamais vu un film d'Ouzbékistan ou du Cambodge qu'il faut n'aller voir que des films américains. La diversité est importante, mais je pense qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, tous ces festivals, pour accéder à ce statut de vraie rencontre publique entre le cinéma du monde et le public local. En termes de récompenses et d'influence à l'international, quels sont pour vous les 3 plus grands pays du cinéma en Asie? Je pense que le pays qui s'en sort le mieux actuellement en création, en marché, en diffusion, c'est la Corée. La Corée du Sud soutient ses talents. Ils ont du cinéma d'auteur et du cinéma très commercial. A Train to Busan a été un succès planétaire et un film que moi j'adore. Je trouve vraiment fort en développement. Et ils ont un tout petit marché qu'ils ont réussi à réellement organiser et ils ont un public qui réellement les soutient. Donc ils ont un public local, un public international, ils ont toute la variété de production et ils sont autonomes. C'est un des pays où il est le plus difficile de faire de la coproduction. Ils n'ont pas besoin de coproduction, ils se produisent eux-mêmes. Je trouve qu'ils s'en sortent de façon exceptionnelle. Après, la Chine est un grand marché, donc elle est un grand producteur, avec un cinéma qui ne se diffuse pas beaucoup à l'international, quelques personnes. Mais c'est un grand marché, donc c'est un grand producteur. Et puis si on fait une grande Asie, je pense l'Inde, comme la Chine est un gros producteur pour son propre marché, et ils ont réussi à organiser une certaine distribution à l'international pour leur peuple public. Je pense que ça fait partie des 3 grandes puissances actuelles du cinéma en Asie. Moi, je vais répondre sur les festivals parce que Isabelle a parlé des marchés. Il y a différents niveaux pour les festivals, comme vous savez. Au départ, les festivals, c'est pour montrer des films au public. Et après, ça s'est développé aussi pour être une plateforme de rencontre pour les professionnels du cinéma. Donc ces 2 aspects sont importants. C'est pareil pour Cannes. Souvent, un festival va bien aussi quand le marché, l'industrie va bien. Donc les 2 sont importants. Et en Asie, aujourd'hui, sur la question des festivals en Chine, effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Ça prouve ce qu'on sent, a priori, depuis longtemps, c'est qu'il y a une cinéphilie, un intérêt pour le cinéma, le marché se développe. Et les gens qui sont à l'origine de ces festivals, en général, sont très cinéphiles et ils sentent qu'il y a une cinéphilie autour qui va pouvoir nourrir le festival, faire vivre le festival avec du public. On entend souvent aussi des étrangers, des talents qui viennent, ils trouvent une grosse énergie du public chinois, un gros intérêt pour ces films, même parfois qui ne sont pas populaires, qui ne sont pas diffusés, qui ne sont pas même des films... Nous, on avait un film russe. Après, c'est difficile de faire un top 3, mais les festivals où on voyage pas mal, parce que nous, de notre point de vue de professionnel du cinéma, il y a le festival de Hong Kong, de Busan, où on voyage de manière assez régulière tous les ans. Nous, on est très chinois aussi, donc Qingdao, First, Shanghai, c'est aussi des festivals importants. Et de toute façon, je crois que même le festival de Hainan qui démarre, j'ai parlé avec les organisateurs, ce qui est important, c'est pour que chaque festival trouve sa spécificité. L'idée, c'est pas de concurrencer Cannes et Berlin, l'idée, c'est de trouver
sa spécificité géographique, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'industrie. Donc chacun effectivement développe des attraits différents. Et donc pour vous, est-ce que chaque pays possède un propre style? Chaque pays possède, c'est certain, une culture propre, une façon propre d'aborder le cinéma. Après, suivant comment les réalisateurs ont été formés à l'étranger, leur sensibilité, d'où ils viennent, ce qu'ils veulent dire, ça fait des films différents. Mais je pense que c'est pas tant la nationalité, c'est pas le fait du passeport, c'est le fait de la personnalité de l'artiste. Dans la réalité, dans le monde entier, personne ne veut voir un film asiatique, personne ne veut voir un film chinois, personne ne veut voir un film français. Ce que les gens veulent voir, c'est des bons films, des bonnes histoires. Donc après, ils ont pris l'habitude de savoir qu'a priori, ce réalisateur-là, Wong Kar-wai, on est intéressé parce que les films qu'il a fait précédemment, on les aime, donc on veut continuer à le suivre. Mais on ne se dit pas qu'on veut voir un film de Hong Kong, donc on voit un film de Wong Kar-wai. Mais c'est peut-être parce qu'on aime Wong Kar-wai qu'on se dit « Ah ben j'aimerais bien découvrir Johnny To et je vais peut-être en découvrir d'autres qui viennent de la même zone ». Donc je pense que le cinéma, c'est pas tant une question de passeport, et parfois la France est un des pays les plus importants dans la coproduction mondiale. Vous avez des réalisateurs qui ont grandi en France, mais qui font des films à l'étranger, ailleurs. Je pense que c'est pas si important que ça. Ça allait quand on parle d'industrie locale qu'il faut aider, de pouvoirs publics qui doivent aider, soutenir la production de leurs films et la diffusion de leurs films, oui. Pour les artistes et pour le public, je pense qu'en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et la preuve en est que les festivals dont on parle, ils n'ont pas une section film asiatique. Ils mettent des films asiatiques partout. Il y en a dans les compétitions, il y en a dans les panoramas. Le cinéma asiatique qui va avec le cinéma européen, il est reconnu comme étant un cinéma mondial. Je pense que c'est ça le plus important. Le cinéma n'a pas de frontières. Exactement. Le cinéma est universel. C'est une langue, je trouve, magique. C'est-à-dire que quand vous ne parlez pas la langue, vous allez voir un film, vous ne comprenez pas la langue, il n'y a pas de sous-titres. Vous arrivez quand même à comprendre ce qui se passe. Et vous voyez bien l'émotion et vous pouvez même vous mettre à pleurer devant un film dont vous ne comprenez rien. Mais parce que les images et ce qu'on vous raconte, le son, l'émotion d'une voix qui tremble, de quelqu'un qui pleure, et vous voyez le visage d'une personne, vous ne savez pas pourquoi elle pleure, mais vous pouvez vous mettre à pleurer parce qu'elle pleure. Il faut aller au-delà des frontières. Et pour ça, il faut faire de la coproduction, ça mélange les frontières, c'est encore mieux.有人告诉我，生活像电影一样。有人告诉我，梦想像电影一样。有人告诉我，这里像电影一样。海南岛国际电影节，透过电影和世界对话。Vous avez parlé de la coproduction. En fait, depuis quelques années, la Chine et la France travaillent beaucoup dans la coproduction. Pour vous, quels sont les avantages de la coproduction? Les avantages de la coproduction, normalement, quand vous faites dans un cadre très légal, ce qui est le cas de la France et de la Chine, il y a maintenant un accord officiel de coproduction, ça permet au film d'avoir 2 passeports, d'être à la fois français et d'être chinois. De pouvoir être considéré comme chinois en Chine, donc ne pas d'être dans les quotas, de pouvoir accéder au marché chinois directement, et en France d'avoir des aides, et de pouvoir être considéré comme un film français. Donc avoir plus de facilité pour sortir en salle, avoir plus de facilité pour passer à la télévision, pour être distribué, pour avoir une meilleure distribution. Ça, c'est les avantages normaux de coproduction officielle. Après, je pense que les avantages, c'est d'aller chercher un preneur de son, un chef opérateur qui ne vient pas de votre pays, parce que vous l'aimez et que vous trouvez qu'il va vous apporter quelque chose d'autre. C'est de découvrir d'autres façons de travailler. Et les difficultés? Est-ce que
Les différences culturelles peuvent être un obstacle? Les différences culturelles, quand on tourne une coproduction, peuvent être importantes. Les Français, ils ont l'habitude d'avoir une pause déjeuner d'1 heure, d'avoir un vrai déjeuner assis à une table avec un peu de vin. Et sur un tournage chinois, c'est plutôt 20 minutes debout avec un repas. Donc on est vraiment dans la culture basique qui est les habitudes de travail qui sont différentes souvent dans les coproductions franco-chinoises, où chacun voit l'avantage ou les inconvénients de se mettre à travailler de la façon dont l'autre travaille. On travaille différemment. Donc je pense qu'il y a toujours des moments difficiles sur les coproductions. Puis il y a les problèmes de langue. C'est difficile dans l'équipe de se parler plus, il faut plus de traducteurs, des choses comme ça. Mais on y arrive très bien. L'année dernière, on a fait un documentaire avec une équipe française. Ce sont les 2 plus grandes difficultés qu'on a rencontrées, la langue et la manière de tourner. Avez-vous remarqué de nouvelles tendances qui sont apparues ces dernières années sur le cinéma asiatique? Dans l'Asie du Sud-Est, je pense qu'il y a de plus en plus de coproductions. Il y a de vrais échanges entre les pays. Alors qu'il y avait plus une production locale, il y a de plus en plus de projets qui sont un réalisateur de Malaisie qui va tourner aux Philippines, un film produit par le Singapour. Ça, je crois qu'il y a quelque chose qui arrive de l'Asie du Sud-Est, des nouvelles générations, des nouvelles façons d'aborder le cinéma qui est très intéressante. Mais encore une fois, ce n'est pas un développement de toute l'Asie. La Chine, sur ces 10 dernières années, a un développement et a des modifications que seule la Chine a. C'est incroyable d'avoir des écrans qui se multiplient autant, 20 écrans, 25 écrans par jour nouveaux. Il n'y a aucun pays au monde qui a ce développement-là. Après, j'espère que le public va se diversifier parce que n'avoir que des jeunes qui vont au cinéma, c'est complexe. Le Japon vieillit beaucoup. C'est complexe pour eux, ça devient plus difficile pour les sorties. Et en film, je crois qu'eux, ils se resserrent sur une production nationale. La Corée, je crois que sur ces 10 dernières années, elle est en expansion de façon incroyable. Vous avez des choses à compléter? Moi, je pense que, juste un petit mot, le fait qu'on parle de cinéma asiatique, etc., mais malheureusement, on parle d'un cinéma qui s'exporte. Nous, on fait surtout, vu qu'on est français en Chine, on fait surtout l'internationalisation de ces films. Et on se rend compte que c'est très difficile, que ce soit chinois, même japonais, coréen, la place du cinéma. Et même, là, on parlait de festival, tous les films. C'est une très bonne initiative que ces films soient vus dans les festivals, mais c'est des échelles minuscules par rapport à la distribution. Donc on parle d'un marché maintenant qui est devenu très très petit, c'est-à-dire que le marché du cinéma en salle, c'est devenu vraiment, ça l'a toujours été, dominé par les blockbusters américains, mais je crois qu'aujourd'hui ça l'est encore plus, c'est-à-dire que la place des films indépendants ou non anglais dans les salles de cinéma dans le monde se réduit. Les gens qui font ce métier de vente internationale, ils me disent même les films français, avant avait une place sur les marchés américains ou asiatiques et maintenant il est de plus en plus petit. Plus il y a, en plus de cette concurrence des gros films, il y a la concurrence des séries où les gens passent plus de temps à la maison, regarder des séries. Et c'est vrai que les séries américaines et anglaises, pour le moment, dominent un petit peu en termes de visibilité, etc. Donc, juste une note pessimiste, mais pour être ensuite optimiste, pour dire qu'aujourd'hui, la place de ce cinéma de festival et asiatique en langue étrangère, il est malheureusement, et donc, mais en même temps, c'est toujours les difficultés qui, nous, les professionnels de cinéma, nous motivent à trouver des solutions, c'est-à-dire comment faire en sorte que le cinéma à plus petite échelle, sans les gros stars hollywoodiennes ou le gros budget de production, les effets spéciaux, puisse être attractif pour les gens, que ce soit chez eux ou au cinéma. Comment faire pour... Parce qu'on connaissait le cinéma d'auteur quand on était jeune, qu'on aimait, qui était attractif, etc. Mais il a perdu un peu de son attrait parce qu'il y a la concurrence de nouveaux médias, etc. Donc comment donc la coproduction, j'ai pas la solution là tout de suite, mais disons que voilà, on est en tant que professionnel de cinéma confronté à ces difficultés et c'est ça un peu qui me motive pour trouver des solutions et faire en sorte que ces films de nouveau soient attractifs et vus. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci.